Bonjour à toutes et tous, je suis Céline Mitton, directrice du pôle Management et Soft Skills et je vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle formation Flash. Alors comme toujours, pour rappel, nous sommes en direct et nous serons ensemble pendant à peu près 2 heures. Vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat situé à droite de votre écran et Thomas nous assistera techniquement pendant toute la présentation. Aussi, si vous rencontrez des problèmes audio, n'hésitez pas à mettre un message à Thomas dans le chat qui vous assistera. Également, je vous invite pendant la présentation à utiliser le chat pour partager vos expériences, pour poser vos questions. C'est très important pour nos experts de pouvoir interagir avec vous pendant leur présentation. Nous allons également avoir un sondage que va vous faire défiler et vous expliquer Thomas pendant la présentation. Donc aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir nos 2 experts, donc Alix Seigné et également Éric Collin. J'ai fait appel à eux pour vous présenter un sujet qui est plutôt complexe. On va essayer de simplifier au mieux, c'est comprendre les neurosciences pour développer son leadership. Mais avant d'aborder en détail ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter notre groupe M2I Formation au travers de cette vidéo et on se retrouve juste après. Parce que la formation fait du capital humain le cœur de la réussite entrepreneuriale de nos clients, nous les accompagnons dans une démarche globale grâce à une offre à 360 degrés conçue autour de 4 piliers majeurs. Innover, pour concevoir des expériences et des parcours pédagogiques efficaces, permettre une expérience client réussie pour booster l'interaction et le progrès. Stimuler, c'est anticiper les tendances technologiques et managériales pour proposer une offre capable de libérer votre potentiel et d'exprimer vos talents. Nous voulons performer, accompagner les entreprises et les individus, co-construire les projets de formation et tirer le meilleur parti des leviers de financement disponibles. Et s'accomplir, se former tout au long de sa vie, enrichir et faire évoluer ses connaissances, se donner toutes les chances d'atteindre son but pour un avenir brillant. Donc, comme vous le voyez à l'écran, M2I Formation, c'est bientôt 40 ans d'existence. C'est une implantation nationale au travers de 35 centres de formation. Nous rassemblons aujourd'hui plus de 2500 formateurs qui sont tous experts dans leur domaine. Nous avons une offre de formation extrêmement complète puisque ça représente 2850 programmes de formation répartis sur la partie IT, digital, management et soft skills. Plusieurs formations, bon nombre de nos formations sont également certifiantes, ce qui vous permet d'accéder, grâce à leur certification, elles sont éligibles au CPF. Et puis, avec une grande fierté, nous avons 4200 clients qui nous font confiance et qui renouvellent notre confiance d'année en année. Donc, merci à eux. Je vais, avant de poursuivre, je vais laisser la parole à Alix, si tu veux bien. Je crois que c'est toi qui entameras cette présentation. Oui. Et puis, on se rejoindra juste après. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, effectivement, c'est moi qui entame, mais je vais entamer en me présentant rapidement. Donc, je suis Alix Seigné. Je suis coach, formatrice et consultante en management. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des situations managériales complexes et également, j'interviens sur les sujets de diversité. J'ai un passé de 20 ans de management dans l'industrie de la défense. Et pour vous parler de neurosciences, en fait, ma rencontre avec les neurosciences, elle est à la fois récente au regard de mon parcours, mais très intense. Tout d'abord parce que j'ai rencontré Éric il y a maintenant 3 ans. C'est lui qui m'a certifiée en tant que formatrice. Et voilà, quand il va se présenter, vous allez comprendre à quel point c'est un bagage déjà important. Mais aussi parce que les neurosciences, ça occupe mes week-ends, mes soirées depuis aussi 3 ans, parce que je poursuis un cursus en psychologie du travail et des organisations qui m'a permis d'approfondir ce sujet des neurosciences cognitives et aussi d'en faire un lien avec mon expertise managériale. Et puis aussi pour terminer sur le lien particulier qui nous lie avec Éric, on a créé ensemble avec Romain Goho l'école de l'agilité managériale et du coup on travaille aussi, on a cette chance de travailler au quotidien ensemble.
Eric, du coup, je te laisse te présenter, même si je pense que je pourrais aussi faire ta présentation. Écoute, merci beaucoup, Alix. C'est difficile de passer derrière toi parce que là, je vais essayer de ne pas avoir trop les chevilles qui gonflent quand même. Bon, pour faire très court, je suis formateur de formateurs depuis à peu près une bonne vingtaine d'années maintenant. J'ai exercé en tant qu'officier dans l'aéronautique navale, mais ça, il y a déjà très très longtemps. C'était dans une autre vie, comme on dit. Mais très vite, je suis arrivé à la formation, toujours au ministère des Armées, mais cette fois-ci en tant qu'ingénieur civil. Et puis à un moment, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes, et donc aujourd'hui, j'ai donc une petite société de formation qui s'appelle Colin Formation. Et très vite, je me suis spécialisé en neurosciences cognitives parce que je me suis dit que pour bien former, déjà dans un premier temps, connaître le fonctionnement du cerveau d'un apprenant, chez moi, ça tombait sous le sens. Qui dit connaître le fonctionnement d'un apprenant, c'est aussi connaître le fonctionnement du cerveau en termes de management. Vous verrez que durant ce webinaire, on fera des rapprochements assez souvent entre le management et la formation. D'ailleurs, est-ce que dans le management, la montée en compétence n'est pas un des piliers justement aussi du manager, hein, la montée en compétence de ses collaborateurs. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Enfin, avant même de rentrer dans le vif du sujet, il y a un sondage quand même. Effectivement, c'est important qu'on puisse savoir donc de quel secteur vous êtes. Ça nous permettra aussi d'adapter nos propos. Quelle est votre profession? Et puis, est-ce que vous avez des connaissances en matière de neurosciences? Oui, les 3 questions sont importantes et la dernière, elle l'est. Parce que si jamais parmi vous, parmi nos auditeurs et auditrices, il y a des diplômés universitaires de neurosciences cognitives, voire des doctorants en neurosciences cognitives, dites-nous-le s'il vous plaît. Hein, on fera référence à vous et on s'appuiera sur vos connaissances, sur vos expériences, bien évidemment. Alors, il se trouve que ça m'est arrivé, j'ai animé cette formation, donc vous verrez les formations à la fin, bien sûr, qui sont dispensées par M2I Formation. Et donc, récemment, ça m'est arrivé d'avoir dans cette formation-là une docteure en neurosciences. Donc, comme quoi, et faire le lien pour elle entre les neurosciences qu'elle connaissait bien sûr et le management, c'était pas évident aussi. Donc, c'est peut-être que il y a parmi vous des personnes qui sont des experts en neurosciences. Alors, et ben du coup, c'est ce qu'on va pouvoir voir au travers des résultats. Alors déjà, vos professions sont on voit que vous êtes en grande partie des managers. Et ben écoutez, vous êtes les bienvenus puisque on a quand même 39% de managers, des opérationnels techniques et des RH à 22% chacun, et puis des chargés de formation à 17%. Vous êtes du secteur de l'IT, je suis pas surprise puisque c'est effectivement le cœur de métier de M2I Formation, mais vous êtes aussi pour certains de l'industrie à 13%, de l'agroalimentaire et du tourisme. Et nous avons personne des arts et spectacles. Alors, est-ce que vous avez des connaissances? Alors oui, on a 6%, donc on a 2 personnes qui ont des connaissances en neurosciences. Donc, si vous souhaitez apporter votre concours à cette présentation, ça sera avec grand plaisir. Alors, écoutez, c'est moi qui ouvre le bal aujourd'hui. Et avant de vous parler des neurosciences, ça me semblait important de revenir sur le management et en particulier la place des managers. Je pense que vous avez probablement entendu ce mot qui est le mot VUCA. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus volatile, c'est-à-dire que les changements sont soudains, rapides, mais aussi au regard des crises qu'on a vécues ces derniers temps. Bien sûr, il y a le Covid, mais avant, il y avait les gilets jaunes, et puis aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, et on est passé aussi par les problématiques énergétiques. Et puis, si on regarde devant nous, il y a tout ce qui est lié au changement climatique qu'on commence déjà à vivre et à ce qui est lié à l'environnement.
Alors, tout ce propos préliminaire n'est pas pour objectif de vous miner le moral, c'est pas ça. L'idée, c'est quand même aussi de partager le fait que nous vivons dans ce monde qui est effectivement volatile, mais aussi très incertain, et aussi complexe. Complexe dans le sens complexus, à savoir tisser ensemble. Ça veut dire que les situations sont entremêlées. Et puis, on est dans un monde où on a de plus en plus d'informations, mais ça ne veut pas dire que beaucoup égale quantité égale qualité. Ça veut dire qu'on a aussi beaucoup d'informations ambiguës. Et du coup, est-ce qu'elles nous permettent réellement de décider? Ça, c'est vraiment Et je crois que dans les entreprises dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, quels que soient d'ailleurs les secteurs, les organisations, elles ont pris conscience de cette nécessité de s'adapter rapidement dans cet environnement qui est en constante évolution, et elles font jouer aux managers un rôle essentiel. Et j'aurais tendance à dire aux managers de tout niveau, particulièrement d'ailleurs aux managers de premier niveau, qui sont les managers de proximité. Et on leur demande à la fois de prendre des décisions, d'être rapidement, d'être flexible, de gérer l'incertitude, mais aussi d'être bons communicants, de développer l'agilité de leur équipe, leur autonomie, bien sûr de développer leur capacité d'apprentissage, tout ça en veillant bien au bien-être de leurs collaborateurs. Donc, on voit bien que il y a une demande très très forte et un poids important. Cette intensité croissante dont je vous parlais sur la première ligne managériale, elle est d'autant plus forte qu'ils sont en lien, en prise directe avec ce que j'appellerais le réel du travail, pour reprendre des termes de grands psychologues du travail. Mais bon, globalement, ça veut dire quoi? Les emmerdes du travail, quoi, le quotidien. Et qui a parfois un écart entre ce qui opère sur le terrain et ce qui arrive comme injonction de changement de la part des directions de l'entreprise, qui ont tout à fait compris la nécessité de faire face à ce monde VUCA. Et c'est pour ça que manager, c'est un métier, et c'est un vrai métier, c'est un métier qui est difficile. C'est aussi pour ça qu'on va chercher à vous apporter le maximum d'éclairage. Moi, je remarque de plus en plus, que je vous ai dit que j'étais spécialisée dans l'accompagnement à la fois des situations managériales, mais aussi des managers et des dirigeants. Et j'observe de plus en plus de managers qui se posent des questions, certains d'ailleurs même qui se posent la question de rester manager. Donc, c'est comme vous êtes très nombreux à être manager aujourd'hui, voilà, j'espère que, en tout cas, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter le maximum d'informations pour que vous puissiez être plus serein dans votre travail de manager. Donc, du coup, cet éclairage par les neurosciences, ce que l'on souhaite faire, c'est que, alors, on va vous amener 2 thématiques, mais avant de vous amener ces thématiques-là, il y a un point extrêmement important, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que, en fait, on va vous parler des neurosciences, qui est une démarche scientifique. Une démarche scientifique, c'est-à-dire donc une démarche critique. Et c'est important aussi de prendre conscience que les neurosciences, c'est à la fois une science très ancienne, puisque ça fait très longtemps qu'on s'intéresse au cerveau, mais aussi très jeune, parce qu'il y a eu un changement de paradigme au fin du 19e, début du 20e, avec l'arrivée de l'électricité, le développement des capteurs sensibles, puis aussi le développement de l'algorithmie, de l'informatique. Et donc, ça fait très peu de temps, finalement, au regard de l'histoire, qu'on est capable d'observer un cerveau en fonctionnement. Alors, ça fait très peu de temps, mais il y a aussi une forme d'engouement. D'ailleurs, vous êtes très nombreux aujourd'hui, ce qui montre cet engouement aussi vis-à-vis des neurosciences. Et il y a eu une forme d'accélération ces 10 dernières années, aussi parce que les États se sont embarqués dans cette course effrénée à la connaissance du cerveau. Les premiers à l'avoir fait, ce sont les Américains, avec Barack Obama qui a lancé en 2011 un gros projet qui s'appelle le Brain Initiative Project, et ça a lancé cette course à la montre internationale. L'Union européenne a monté son projet derrière, la Chine également, ce qui fait qu'ils ont tous récolté des millions de données. Sauf que ces millions de données, pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire ce qu'on va pouvoir réellement en faire. Les cartographies cérébrales commencent à émerger, mais ça reste vraiment des prémices. Ce que je vous disais, c'est que c'est devenu une sorte d'effet de mode. Il y a cette course contre la montre, et du coup, qui dit effet de mode, dit qu'il y a aussi des dérives et aussi des faux prophètes. Et donc, je vous
invite à avoir toujours, en ce qui se concerne les neurosciences, cette démarche scientifique, cette démarche critique, de faire la part des choses entre ce que vous allez lire sur le net, de ce qu'on peut aussi vous promettre, parce que moi j'ai vu des neurocoachs arriver par-ci par-là, même une certification récemment à la brainologie. Moi j'avoue que je sais pas trop bien ce que ça signifie. Et je vous rappelle aussi qu'il y a déjà eu, en ce qui concerne le cerveau, des dérives. Il suffit de ne serait-ce que citer la phrénologie. La phrénologie, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, c'est l'étude des cerveaux par rapport à la forme du crâne. Donc, il y a le côté rigolo qui est la bosse des maths, mais bon, il y a eu des dérives beaucoup moins rigolotes. Donc, voilà, c'est intéressant pour nous, c'était important de vous faire part déjà de ces éléments-là avant de démarrer. Il y a néanmoins des avancées majeures, très intéressantes, sur le développement du cerveau. Donc, on va vous parler de neuroplasticité, on va vous parler de neurogénèse et aussi d'élagage neuronal. On va vous parler d'épigénétique, c'est-à-dire l'expression des gènes en fonction de l'environnement et des comportements, de fonctionnement du cerveau, les modes automatiques adaptatifs, mais aussi de cerveau social, les neurones miroirs, les émotions, l'empathie. Tout ça, c'est extrêmement important en termes d'éléments nouveaux. Et ça peut servir le management. On va aujourd'hui, et c'est vraiment notre parti pris, d'avoir décidé de choisir, on a choisi 2 sujets, la prise de décision et le changement, mais on aurait pu en traiter plein d'autres. On aurait pu traiter la créativité, on aurait pu traiter la gestion du stress, la communication dans le sens faire passer un message, mais aussi l'écoute et l'empathie. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui est développé dans les formations que l'on propose par ailleurs. Et on va démarrer du coup sur notre première thématique, la prise de décision. Ouais. Merci Alix, effectivement, d'avoir bien insisté sur le fait de l'humilité. Voilà. Je crois que s'il y a vraiment un mot à retenir, c'est celui-ci. Alors donc, on va entamer, si vous voulez bien, le premier sujet, à savoir le sujet de la décision. Et je vous propose qu'on commence par un nombre, hein, et aussi étrange que cela puisse paraître, nous prenons environ 32 000 décisions par jour. Alors, 32 000 décisions par jour, à savoir que 95% de ces décisions relèvent de l'inconscient, de notre mémoire procédurale. On reviendra justement sur les différents champs de mémoire, hein, et que d'ailleurs c'est une chance que 95% de ces 32 000 décisions soient prises, relèvent de l'inconscient, et seulement 2 à 5% de nos décisions relèvent de notre analyse, mais qui elle-même est biaisée par ce que l'on appelle des biais cognitifs. Alors, j'entends par décision dévisser une bouteille d'eau pour se servir à boire, fermer la fenêtre du bureau lorsqu'il pleut. Voilà, tout ça, ce sont des décisions. Parler des décisions, c'est immanquablement évoquer les biais cognitifs, hein, nous allons y venir dans un instant, mais aussi les émotions et enfin les intuitions. Alors, nous allons donc évoquer tour à tour ces 3 sujets fondamentaux en termes de décision. Et pour ce faire, je vous présente très succinctement 3 personnes qui font consensus dans le monde de la recherche et du management et auxquelles je me réfère très souvent. Concernant Daniel Kahneman, il a démontré que le cerveau fonctionne à 2 vitesses. Nous allons l'aborder dans la minute qui suit. Bernard Anselm, quant à lui, est spécialisé en neuropsychologie et plus précisément en imagerie médicale. Il nous parle admirablement bien de la place des émotions dans la prise de décision. Et pour finir, Pierre-Marie Lédo, qui lui est directeur du département neurosciences à l'Institut Pasteur, qui nous présente le manager de demain comme le manager neuroamical. D'ailleurs, il nous dit en substance que le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine. Nous y reviendrons d'ailleurs quand nous évoquerons le phénomène de la neuroplasticité. D'ailleurs, Alix, tu voulais nous en dire un petit peu plus sur le système 1 et le système 2 de Daniel Kahneman. Oui, effectivement. En fait, pour bien comprendre les biais cognitifs, il est intéressant de s'intéresser aux 2 modes majeurs du cerveau, à savoir le mode automatique et le mode adaptatif. Alors, c'est Daniel Kahneman, pour d'abord vous présenter la personne, il est spécialiste de psychologie cognitive
et d'économie comportementale. Il a reçu en 2002 le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les jugements et la prise de décision. Franchement, je vous encourage à lire le livre qu'on vous a mentionné là. C'est un ouvrage qui est tout à fait accessible. Et dedans, il y relate des décennies d'études sur ce qui guide nos décisions, comment concrètement nous prenons nos décisions, ce qui guide nos préférences et nos jugements. Et donc, vous verrez que lui, il présente deux personnages qui se partagent notre cerveau, le système 1 et le système 2. Et le système 1, il le décrit comme un système qui est rapide, intuitif, automatique, mais aussi émotionnel et en grande partie inconscient. Et il fonctionne sur des règles qui sont très, très simples. C'est des schémas mentaux préétablis. Et ça permet à nous tous de prendre des décisions rapidement avec peu d'efforts cognitifs conscients. Et ce système, forcément, il est sujet à des biais cognitifs et on ira les approfondir ensemble. Et du coup, il peut nous induire en erreur. L'avantage, c'est que en fait, les deux systèmes fonctionnent quasiment en parallèle. Le système 1 démarre, le système 2 est un peu plus lent. Lui, il arrive après. Il est lent, il est réfléchi, il est logique. Et du coup, il consomme de l'énergie. Ça nous demande des efforts cognitifs conscients, une réflexion approfondie. Ça nous permet de résoudre des problèmes complexes. Donc ça, c'est quand même sympa. De prendre des décisions que l'on juge rationnelles. Et puis aussi de contrôler les impulsions émotionnelles. Donc, mine de rien, c'est quand même intéressant. Par contre, effectivement, ça nous prend de l'énergie de pouvoir l'activer. C'est pour ça qu'on a souvent recours au système 1 par défaut, parce qu'il est beaucoup plus rapide et moins exigeant. Et comme dit souvent Eric, le cerveau, c'est un flemmard. Donc, voilà, on a tendance à aller au plus simple. Je vous ai mis également Richard Thaler, pas pour approfondir ce qu'il a fait, mais si vous souhaitez approfondir, je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a poursuivi les travaux de Daniel Kahneman et en particulier a introduit cette notion de nudge que l'on traduit par coup de pouce et qui sont des interventions qui influencent les comportements des personnes. Alors, quand vous travaillerez peut-être sur ces sujets-là, toujours en ayant en tête cette notion d'intention, il y a toujours une intention positive derrière les nudges, parce qu'il peut y avoir toujours un biais qui pourrait être de la manipulation. Donc voilà, n'oubliez pas cette notion d'humilité, d'esprit critique en permanence quand vous travaillez bien sûr sur ces sujets-là. Alors, ce que l'on vous propose pour découvrir le système 1 et le système 2, c'est de faire des expériences, parce qu'il n'y a rien de plus probant que ça. Et la première, je vais vous ramener, on va faire une petite régression dans le temps, et je vais vous ramener en élémentaire. École élémentaire, vous allez faire un problème mathématique. Allez, si vous l'exercice. Ouais, je crois que c'est bien. Et allez, donc, je vais vous demander de répondre dans le chat. Alors, une gomme et un crayon coûtent 1,10 €. La gomme coûte 1 € de plus que le crayon. Combien coûte le crayon? Et je regarde le chat. Allez, faites fonctionner votre système 1. Ou pas d'ailleurs, on va voir ce qui va fonctionner. Ça, on va le mesurer au temps de réponse. Là, je trouve qu'ils prennent un petit peu de temps. Donc, alors, combien de personnes a pris un papier et un crayon pour poser le sujet? Ah, ça y est, ça répond. Alors, j'ai du 5, j'ai du 10, j'ai beaucoup de 10 centimes. Ouh là là là, j'ai beaucoup plus de 10 centimes. Oui, je pense que au vote, on est proche de 10 centimes, mais certains sont 10 centimes. 10 centimes le crayon et 1 € la gomme. Alors, voyons ça. On va effectivement se rendre compte si effectivement vous devez retourner en élémentaire ou pas. Donc, on vous a posé l'équation. Donc, l'équation est la suivante. Alors, si gomme plus crayon égale 1,10 € et que si j'ai l'un qui coûte 1 € de plus, donc j'ai x plus 1 € plus x qui est égal à 1,10 €, donc 2x est égal à 10 centimes, donc x est égal à 5 centimes. Donc, la réponse correcte était 5 centimes. Alors, on avait qui avait dit 1,55 €, 1 €, 5 centimes. Alors, il y avait quand même des 5 centimes. Bravo à vous. Voilà. Oui. Mais j'aime beaucoup cet exercice et
là, on a la chance de pouvoir donner la correction et puis prendre le temps de donner la correction. Mais c'est hyper important parce que je me souviens que dans les premières conférences que je donnais, je le faisais comme ça en live et je donnais la réponse, mais sans détailler la correction. Et certaines personnes, à la fin de ma conférence, qui durait quand même 1 heure et demie, venaient me voir pour me poser des questions et me dire « Mais monsieur Collin, j'ai toujours pas compris pourquoi ça coûte 5 centimes. » Alors je me disais « Mais ils m'ont pas écouté durant 1 heure et quart, en fait. Ils étaient toujours avec leurs problèmes à résoudre. » Donc là, on a passé un petit peu de temps pour vous expliquer effectivement que ça coûte 5 centimes. Mais on tombe tous dans le panneau. Le système 1, il est là pour ça, de toute façon. Hein, donc, mais on en a d'autres en soute, hein, des exercices. On en fait un autre? Alors, on va poursuivre effectivement avec l'exercice suivant. Donc, Allez, l'exercice suivant, je vais vous demander, donc vous êtes chez vous, je ne peux pas vous entendre, de lire à haute voix les couleurs. Je vais vous laisser le temps de les lire. Je peux le faire aussi avec vous. Vert, bleu, jaune, rouge. Voilà. Donc, quand vous avez fini de lire à haute voix ces couleurs, je vais vous amener à faire la même chose avec le slide suivant. Ouais. Donc là, vous allez faire pareil. Vous allez donner à haute voix les couleurs. C'est-à-dire de quelle couleur sont écrits les mots? Très bien. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que la deuxième fois, c'est plus simple ou plus complexe? C'est-à-dire, est-ce que vous avez été plus rapide la première ou la deuxième fois? Est-ce que vous vous êtes trompé d'ailleurs? Je note pas les noms, hein. Vous avez le droit de dire que vous êtes trompé. Donc, globalement, vous trouvez ça plus complexe la seconde fois. Oui, c'est plus difficile. Est-ce que certains se sont trompés? Oui, j'assume. Il y en a qui disent qu'ils assument qu'ils se sont effectivement trompés. Alors, moi, j'assume aussi pleinement. Hein, je me trompe régulièrement à cet exercice. Donc, ouais. Alors, effectivement. Ouais. Cet exercice, il est vraiment intéressant parce qu'il illustre la chose suivante. Notre cerveau et notamment notre système 1 lit systématiquement ce qu'il perçoit. Vous en avez été la preuve. C'est-à-dire qu'on vous a diffusé bleu, jaune, rouge, vert. Vous avez lu bleu, jaune, rouge, vert, malgré la consigne qu'on vous avait donnée de nous dire de quelle couleur étaient écrits les mots. Mais inconsciemment, donc votre système 1 a lu bleu, jaune, rouge, vert. C'est pourquoi en formation, mais pas qu'en formation, parce que en tant que manager, vous êtes souvent amené à projeter des slides quand vous faites des présentations. Et c'est pourquoi nous préconisons de diffuser des diapositives sobres et épurées, composées de mots-clés et d'images, mais surtout pas de phrases. Si vous diffusez des phrases, votre auditoire, de façon tout à fait inconsciente, les lira et de fait, durant ce temps, ne sera pas en mesure de vous écouter. Oui. Voilà, juste un petit conseil, quoi, si j'ose dire. Je trouve que c'est vraiment majeur. Alors moi, il y a un petit phénomène que je trouve rigolo. Alors vous voyez que j'ai mes lunettes que j'enlève et que je remets régulièrement. Depuis que je vois moins bien, c'est l'âge, mais aussi ça m'a permis de plus regarder les PowerPoints que je vois très mal. Ça demande un effort pour moi et j'ai la sensation aussi que ma qualité d'écoute, elle est bien meilleure aujourd'hui que je vois moins bien. Ouais. Alors là, on est encore sur autre chose, hein, Alix, hein, parce que en fait, je m'autorise à rebondir sur ce qu'on appelle un neuromythe. Hein. Et le neuromythe est le suivant, c'est que nous ne sommes pas capables de faire deux choses conscientes à la fois. C'est fou ça, Eric, parce que moi je pensais que c'était typiquement féminin de pouvoir faire deux choses. Mais bien sûr, tu as de la chance d'être à distance. Hein. Bien sûr. Alors, nous ne sommes pas capables de faire deux choses conscientes à la fois. Alors, je dis bien deux choses conscientes à la fois, donc c'est notre mémoire de travail hein, qui switch. Hein. Donc, si vous faites effort, entre guillemets, de lire ce qui se passe, pendant ce temps-là, vous n'écoutez pas. Et si vous faites effort d'écouter votre interlocuteur, vous n'êtes pas en mesure vraiment de lire ou d'intégrer ce que vous êtes en train de lire. Hein. Donc, en d'autres termes, pour finir sur cette diapositive, hein, une diapositive est faite pour appuyer mes propos,
mais non pas pour me servir, moi, de prompteur. Voilà. Hein, c'est tout ce que je voulais dire sur cette affaire-là. Merci. Alors, du coup, on en a encore un autre. Oui, on va poursuivre sur les caractéristiques du système 1. Ouais. Et je vous propose de lire 2 éléments. Donc, pour le premier à droite et le deuxième à gauche. Et j'aimerais savoir ce que vous lisez. Alors, qu'est-ce que vous arrivez à lire? Je vous laisse le mentionner. Oui, très bien. Alors déjà, on voit déjà dans les premières réponses que certains lisent ABC, certains lisent A13C. Oui. Et à droite, vous lisez globalement plutôt 12, 13, 14. OK. Ouais. Ouais. Alors, là aussi, cet exercice-là met en avant, en fait, que notre cerveau travaille au plus vite, au moins énergivore. Hein. Et en plus, il travaille en ce qu'on appelle en mode prédictif. Hein. Stanislas Dehaene met très bien ça en exergue hein, dans ses différentes conférences. Hein. Il nous dit, Stanislas Dehaene, que le cerveau travaille en mode prédictif. C'est-à-dire que sur une suite de lettres, on a tous appris l'alphabet, eh bien entre le A et le C, on lit un B. Ça semble logique, quoi. Je vois une suite, après le A, j'ai déjà, sans l'avoir intégré, j'ai déjà lu le B. Et sur une suite de chiffres, eh bien entre le 12 et le 14, je vais lire un 13. Alors que, vous le voyez très bien sur cette diapositive, le signe entre le A et le C et entre le 12 et le 13 est exactement le même. Voilà. Alors, c'est vrai, dès lors, on fait attention. Mais si on fait attention, bon, je vais pas dévoiler les diapos d'après, mais si je fais attention, ça veut dire que je ne suis plus sur le système 1. Oui. Alors là, vous voyez effectivement que le système 1, il va fonctionner automatiquement, rapidement, sans effort, mais aussi sans que vous ayez un véritable contrôle sur lui. Et donc, pour entériner bien ce qu'est le système 1, vous le voyez dans la diapositive d'après. J'aimerais savoir sur la diapositive d'après ce que vous allez remarquer en premier. Alors, le monsieur Gru, le monsieur qui boude. Oui, je vois qu'il y a des fans aussi de Gru. Oui. Et voilà, un seul homme et puis quelques femmes. Oui. Alors, effectivement, donc ce qui se passe, c'est que en fait notre système 1, il va distinguer ce qui est surprenant. Effectivement, c'est surprenant de voir Gru au travers, à côté de ces 3 jeunes femmes. Et aussi, on distingue aussi avant tout la menace parce que Gru, là, il n'a pas l'air très sympathique. Hein. D'ailleurs, il n'est pas toujours sympathique dans ce dessin animé-là. Donc, on va distinguer effectivement le monsieur qui a un regard pas sympathique. Et c'est nécessaire, du coup, vous voyez bien que ce système 1, il nous apporte quelque chose pour justement distinguer les menaces assez rapidement. Alors, je dis ça, mais quand on a préparé ensemble, Eric m'a dit « Oui, moi, je vois surtout qu'il y a des belles jeunes femmes. » Exactement. Lui, il a une capacité d'imiter son système 1. Mais bon. Donc, effectivement, ce système 1, vous avez retenu, il est automatique, il est moins coûteux en énergie, mais aussi, il néglige les ambiguïtés, il va supprimer vos doutes. Et puis, il va vous amener à déduire et à inventer des causes qui parfois n'en sont pas. Et du coup, pour aller un cran plus loin, il est important d'aller explorer les biais cognitifs. Et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Alors, pour vous amener à la rencontre de ces biais cognitifs, alors on va pas vous en montrer, parce qu'il y en a 280 biais cognitifs. Alors, nous, on en a choisi quelques-uns. Mais si vous voulez aller les explorer, vous pouvez prendre un certain nombre de soirées pour pouvoir tous les regarder. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ces biais, ce sont des raccourcis, et que ces raccourcis nous sont utiles. Vous avez vu que le système 1, il les utilise tout le temps. Et en fait, il y a des familles. Il y a une famille liée au trop-plein d'informations. Donc, je vais filtrer. Tout simplement, je ne vais pas entendre toutes les informations que vous allez me donner. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Voilà, j'ai bien conscience de ça. Et puis après, si je vais pas m'encombrer de tout un tas de choses, donc je vais aller au strict nécessaire, particulièrement si ça m'arrange pas
voyez, si ça va pas dans mon sens, pouf, je vais élaguer tout ce qui va pas dans mon sens. Et puis, je vais aller du coup sauter directement à la conclusion parce que c'est quand même plus rapide. Voilà. Toujours, le cerveau est un flemmard. Il va au plus rapide, au moins énergivore. Et puis, si jamais il y a des manques d'informations qui rendent l'ensemble confus, alors je vais remplir les trous. Voilà. Donc là, vous avez les grandes catégories de biais. Et maintenant, je vous propose qu'on aille en explorer quelques-uns un peu plus. Allez, voilà. Donc, concernant la prise de décision, hein, nous avons décidé de faire un focus sur 5 biais. Alors, le premier, le biais de confirmation, c'est peut-être le biais cognitif par excellence, hein. En fait, il consiste à étayer ses idées présupposées en sélectionnant uniquement les informations qui viennent les confirmer. Je dirais c'est une manière simple et naturelle d'éviter les phénomènes de dissonance cognitive. Alors, je vais vous citer un premier exemple. Imaginez que vous deviez décider de donner ou non une augmentation à un de vos collaborateurs. Au lieu de procéder à une évaluation objective et impartiale de la performance de celui-ci, vous recherchiez activement des preuves qui confirment votre impression initiale, telles que des projets réussis ou des interactions professionnelles agréables, et que vous minimisiez les signes de sous-performance de la personne. Donc, voilà un exemple de biais de confirmation. Et puis, un deuxième exemple aussi, un biais de confirmation, ça peut être aussi une conversation entre Alix et Eric sur la consommation de chocolat. Tu sais, Alix, sujet comme ça pris au hasard. Oui, complètement, hein. Tu sais, Alix, j'ai lu un article qui affirme que manger du chocolat tous les jours est bon pour la santé. Ah bon? Ah bah c'est fou. Moi, je suis super contente d'entendre ça, Eric, parce que moi j'adore le chocolat. J'en mange tous les jours. Puis heureusement, c'était Pâques là, donc là j'ai mes stocks dans les placards. Et je suis super contente que ça confirme ce que je pensais. Ouais, mais alors, tu sais, j'ai lu aussi un autre article qui dit que manger trop de chocolat, ça peut causer des problèmes de santé, comme des caries, du diabète, enfin voilà quoi. Oui. Alors là franchement, j'ai franchement un doute parce que moi, j'ai jamais eu de diabète de ma vie. Les caries, ça fait des années que j'en ai plus. Alors, à mon avis, ton étude, elle est pas complètement. J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Mais moi, je trouve que ça montre vraiment que il y a plein de personnes qui arrivent là pour empêcher les autres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, franchement, Eric, c'est fou ce qu'il y a comme gens de mauvaise foi qui nous empêchent de profiter de la vie. Hein. C'est fou ça. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Ouais, tous ces gens de mauvaise foi. Alors, je vous dis ça parce que les gens de mauvaise foi, c'est quelque chose que, avec Eric, nous, on entend régulièrement quand on anime. C'est fou comme il y a des gens de mauvaise foi, hein, vraiment. Et là, nous, ça nous fait tilt. Hein. On a un petit biais qui est à l'œuvre. Voilà. Alors après, on voulait aussi vous parler du biais d'attribution et de causalité. C'est un biais qui arrive quand on fait un lien entre deux événements et qui sont pas reliés, soit on exagère, soit on minimise les liens entre deux événements. Par exemple, moi, je sais pas si vous êtes en France, mais franchement, il gelait ce matin chez moi. Et quand je suis allée courir ce matin, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment très, très froid. Et je me dis, mais voilà, on n'arrête pas de nous parler de réchauffement climatique, mais froid ce matin, réchauffement climatique, je comprends pas. Donc, vous voyez, je vais faire un lien entre deux éléments qui, en fait, n'ont absolument aucun lien. C'est pas parce qu'il a fait 3 degrés ce matin que le réchauffement climatique n'est pas une réalité. Mais en fait, si on prend des sujets qui sont des sujets d'entreprise, et il y en a probablement qui vous concernent le travail, et on dit, imaginons que vous décidiez que tout le monde puisse prendre librement ses jours de télétravail dans un souci de responsabilisation de vos équipes, c'est important. Vous êtes allé en formation avec M2I qui vous a expliqué que l'auto-organisation des équipes c'était bien, particulièrement en fonctionnement agile puisqu'on a beaucoup de gens dans l'informatique. Et puis vous remarquez au départ que effectivement ça améliore la productivité. Puis après vous observez que non, il y a une dégradation. Puis vous dites forcément il y a une dégradation, il se voit plus. Bah oui.
Donc c'était une fausse bonne idée, cette histoire de tout le monde prend ses jours de télétravail un peu comme il veut. Donc on va mettre en place des règles de présence. Donc en fait, non, on va faire des tours où on va dire tous les vendredis, tout le monde est là. Voilà. Sauf que là, vous êtes en train de faire un lien de causalité qui est peut-être pas juste, peut-être qu'il l'est, mais peut-être pas. Et peut-être que la baisse de productivité, elle peut être due à autre chose. Par exemple, le fait que les objectifs vis-à-vis de cette équipe clairs. Et qui serait peut-être intéressant de retravailler aussi peut-être sur les rôles et responsabilités. Voilà. Donc, en fait, on va aller faire ce lien aussi parce que c'est facile, vous voyez. C'est ça, les biais, c'est facile. Allez, on continue sur un autre biais, le biais d'ancrage, qui montre en quoi la formulation d'une question est susceptible d'influencer la réponse. C'est-à-dire de la manière dont vous allez poser la question, vous allez influencer la réponse. Alors, vous pouvez assez facilement, mais toujours à votre insu, insérer de la positivité dans votre question. Du style, dites-moi à quel point avez-vous été impressionné par la présentation du produit? Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant extrêmement impressionné. Sauf si vous avez été vraiment terriblement déçu par la présentation, mais autrement, là, on voit bien quand même que la personne qui questionne vous a inséré plus que de la positivité dans sa question. On peut aussi insérer une suggestion, du style « La plupart des gens trouvent cette nouvelle politique très efficace. Vous en pensez quoi ?» Vous voyez? Voilà, c'est ça qu'on appelle le biais d'ancrage. Je sais pas, Alix, tu avais peut-être une autre… Oui, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le livre de Daniel Kahneman, en fait, il explique qu'on peut mesurer le taux d'ancrage et ça, vous pouvez vous en rendre compte. Il le fait avec un exemple complètement anodin, mais on peut le faire avec un exemple, par exemple, de vos projets. Si je vous dis un projet qui est supérieur à 10 000 euros, c'est cher ou c'est pas cher? Alors, c'est quoi le prochain projet que vous allez faire? Un projet qui est supérieur à 100 000 euros, c'est cher ou c'est pas cher? Et c'est quoi votre prochain projet? Et en fait, vous avez mis 2 encres, en fait, qui sont des encres qui sont liées à des chiffres, donc 10 000 et 100 000. On se rend compte qu'en fait, après, derrière, ça reste. Et en fait, vous allez répondre quelque chose autour de 10 000 et quelque chose autour de 100 000. Et du coup, ce taux d'ancrage, en fait, il se mesure puisque c'est la différence entre l'écart des encres et l'écart de vos réponses. Voilà, donc c'est intéressant si vous voulez aller approfondir ça. C'est quelque chose qui est très connu dans le domaine commercial, c'est-à-dire le moment où, mais aussi dans le domaine du projet, c'est-à-dire le moment où vous donnez un chiffre, vous savez que vous ancrez quelque chose en donnant le chiffre. Donc, il y a une forme de prudence aussi dans la manière dont on donne que probablement vous faites déjà instinctivement. Alors après, on voulait vous parler aussi d'effet de halo. On sort de la période Covid et dans la période Covid, l'effet de halo, alors il a joué à plein. Je voyais dans les remarques que nous avions oublié de mentionner dans les secteurs, le secteur médico-social et donc j'entends qu'il y en a certains, donc je vous prie de nous excuser d'avoir oublié ce secteur-là et merci d'avoir mentionné que vous en faisiez partie. Dans ce secteur-là, dans la période Covid, en fait, on a eu des experts de tout et de rien qui sont venus parler de choses qu'ils ne connaissaient pas réellement, mais parce qu'ils étaient experts d'un autre sujet, on considérait qu'ils étaient à même d'en parler. Ça a fait beaucoup de mal aux vrais experts dont la parole était complètement diluée. Mais on l'observe aussi en entreprise. Typiquement, par exemple, quand vous avez dans toutes les entreprises, moi, en tout cas dans lesquelles je suis intervenue, j'observe qu'il y a des métiers qui sont prépondérants sur d'autres et que ces métiers ont cet effet de halo. S'ils sont experts de leur métier, alors en fait ils sont experts d'un peu tout et en fait on les écoute beaucoup plus et ça peut aller parfois dans des situations un peu ubuesques. Je suis intervenue dans une organisation où l'objectif, c'était d'accompagner un métier particulier dans son développement. Et quand j'ai demandé la liste des participants, il y avait une seule personne du métier en question qui devait évoluer et les 19 autres
étaient d'autres métiers, mais ce qui était majeur, c'est que le métier phare de l'entreprise, qui était le métier fort, il y avait au moins 10 participants. Et donc, ils allaient tous parler de ce métier-là, qui avait un seul représentant pour le faire évoluer. Donc, vous voyez, c'est ce genre de biais qui peut arriver et qui peut être très problématique dans les organisations. Et puis enfin, toujours, oui, toujours dans le registre de la prise de décision, l'aversion à la perte, qui fait référence à notre tendance à fortement préférer éviter les pertes plutôt que d'obtenir des gains. Combien de projets ne sont pas stoppés ou du moins redirigés au regard des investissements déjà engagés? Non, mais vous comprenez, on ne peut plus abandonner ce projet à ce stade. Ça fait 6 mois qu'on bosse dessus, à 3 ingénieurs jour, on ne peut pas arrêter. Allez, quitte à accoucher d'une souris, dans le meilleur des cas, puis on expliquera qu'on a besoin d'un budget supplémentaire pour fournir quelque chose d'abouti. Voilà. Bon. Je dis pas que ça se dit tous les jours, mais enfin bon, on a bien des exemples en tête. Je crois qu'on a tous. Je serais surprise que vous n'en ayez pas de votre côté aussi. Non, on va pas citer de nom. Bon. Allez. Donc, tout ça pour dire, pour conclure sur les biais cognitifs, faut quand même qu'on soit bien clair, c'est que connaître l'existence des biais cognitifs, on a dit, on en dénombre 280, c'est bien. En comprendre et en mesurer les effets ne peut en aucun cas nous protéger contre leur apparition. Y être sensibilisé, y être confronté, notamment grâce à des exercices, là va nous permettre d'améliorer sa capacité à reconnaître les situations à risque. Donc, savoir qu'ils existent, c'est bien, mais il faut vraiment s'entraîner et avoir... à force, ça devient presque une seconde nature, ça rentre dans la mémoire procédurale, où on se dit, hop, là, tiens, il y a un petit type là qui dit, ah oui, d'accord, là c'est le biais par excellence. Mais ça, faut s'entraîner, quoi. Voilà. Tu voulais rajouter un mot, je crois, Alix? Oui, alors je voulais vraiment vous parler pourquoi c'est important de aussi de s'attaquer aux biais. C'est parce que des biais aux préjugés, il n'y a qu'un pas. Ça passe par les stéréotypes. Donc, vous avez compris que les biais, ce sont des raccourcis, que ça nous permet de traiter l'information, de réagir rapidement. Très vite, ils peuvent s'édicter en règle et alors, c'est pas non plus très grave, parce qu'un stéréotype, ça nous permet aussi de faire des raccourcis qui nous permettent d'aller plus vite. Et puis, et vous voyez, le stéréotype, c'est par exemple tous les chats sont gris, tous les chefs s'appellent Philippe. Ça, c'est un petit clin d'œil à mes enfants, parce que j'ai mon grand qui a fait un stage chez mon mari et chez lui, tous les chefs s'appellent Philippe. Donc, ils sont persuadés que tous les chefs s'appellent Philippe. Voilà. Donc, c'est une sorte de règle qui se donne raison et puis du coup qui se renforce. Le souci, c'est que quand on y rajoute de l'affect, on rentre dans les domaines du préjugé. Et alors là, la dégringolade peut être rapide et douloureuse. Parce que du préjugé à la discrimination, au harcèlement, et là, il n'y a plus qu'un pas. C'est une pente qui est savonneuse. Et j'en parle en connaissance de cause parce que je vous ai dit que j'intervenais beaucoup sur l'accompagnement des femmes et l'accompagnement de la diversité femmes-hommes dans les entreprises. Et donc, j'entends régulièrement des situations où on parle d'un biais de genre et on arrive à des propos sexistes, voire on va beaucoup plus loin. Donc, c'est un phénomène à prendre vraiment sérieusement. Et pour ça, il y a quelque chose d'important, c'est apprendre à résister à ces biais. C'est important. Et du coup, Eric, comment on fait? Ok, merci. Alors, on vous parle depuis le début du système 1 et système 2 de Daniel Kahneman. Eh bien, il existe un système 3 mis en lumière par Olivier Houdet. Ce système 3, donc Olivier Houdet, déjà quand même que je vous dise 2 mots sur ce monsieur, donc c'est un enseignant-chercheur en psychologie du développement, spécialisé dans le développement de l'enfant et les neurosciences cognitives à la Sorbonne. Et donc, je passe la diapo d'après, Olivier Houdet nous dit la chose suivante. Le système 3, c'est le contrôle inhibiteur des automatismes. Donc, c'est celui qui interrompt le système heuristique, le système 1 dont on vous parle depuis le début, là, pour activer le système algorithmique, le système 2. C'est ce qu'on appelle, en fait, prendre du recul. Ou encore, pour reprendre les termes d'Olivier Houdet, apprendre à résister. Alors seulement aujourd'hui, le numérique, le toujours plus vite, l'infobésité renforcent notre système 1.
Mais nous savons, grâce aux études d'Olivier Houdet, que le système 3 s'apprend dès le plus jeune âge. Apprendre à résister, c'est activer son cortex préfrontal, là où se loge la mémoire de travail. Vous en parlez déjà un petit peu tout à l'heure. Et donc, pour illustrer ces propos, nous avons retrouvé une vidéo que certains connaissent peut-être, celle du test du chamallow. Alors, avant de vous la passer, je vous l'explique très rapidement. Ce test consiste à laisser un enfant devant une friandise, en l'occurrence un chamallow. Il est seul dans une pièce et en l'ayant averti que s'il ne mange pas cette friandise tout de suite, avant le retour de l'adulte, il aura droit à une deuxième friandise. Donc, cette première étude de Walter Mischel a été réalisée en 1972. Je vous passe la vidéo. Donc là, vous voyez, ces enfants-là rentrent dans une salle, ils ont la consigne, si tu ne touches pas au chamallow, quand je reviendrai, tu auras droit à un deuxième. Et vous allez voir un petit peu ce qui se passe chez ces enfants, entre le système 1 et puis le système 2. Vous allez voir, c'est même cruel, parce que bien sûr, ils sont filmés à leur insu. C'est même de la torture mentale. On aurait pu faire ça. On aurait pu mettre Alix devant un carré de chocolat. Par moment, on les voit, les pauvres, ils souffrent, quoi. Alors, quand même, pour la petite histoire, certains ont réussi à tenir 20 minutes devant le chamallow avant que l'adulte rentre dans la pièce et lui donne donc un deuxième. Regardez un petit peu tout ce qu'ils mettent en place pour lutter justement contre ce système 1 qui est, bon, bah voilà quoi. Alors il y en a qui sont quand même très très forts. Hein. Vous allez voir, regardez. Donc là, il y a la récompense qui est en jeu. Hein. Au moins, il y a l'odorat. Je n'ai pas le goût, mais j'ai au moins l'odorat. Et là, regardez. Juste un petit bout, ça ne se verra pas. Tous les enfants, parce que là, on vous a montré que des enfants qui finalement avaient résisté. Certains ne résistent pas et le système 1 prend le pli sur le pas sur tout. Donc, pour finir avec cette vidéo, Walter Mischel, donc en 1972, donc s'est intéressé en fait à la notion de volonté et de contrôle. Hein, on est bien là-dessus. Et il expliquait déjà à cette époque que le contrôle est une compétence cognitive qui s'apprend. Et notamment, il a montré que 12 ans après avoir passé le test, les adolescents qui avaient réussi à l'époque à différer la récompense pendant le plus longtemps, et notamment, je vous dis pour certains, 20 minutes, étaient ceux qui résistaient le mieux aux sources de distraction au moment de se concentrer et qui étaient les plus confiants en leur propre jugement. Et enfin, à l'âge adulte, des études d'imagerie médicale ont montré que ceux qui avaient pu résister le plus longtemps à la tentation en étant jeunes affichaient une activité clairement différente au niveau des circuits neuronaux du cortex préfrontal. Et cette zone de notre cerveau qui est celle donc de la motivation et du contrôle. Donc voilà pour expliquer cette capacité à résister. Donc comment imager ce système 3 mis en exergue par Olivier Houdet. Voilà. Je propose qu'on avance maintenant parce que c'est pas le tout. Hein. Pour le moment, on a beaucoup parlé du système 1 et système 2, mais toujours dans le processus de décision. Donc, après avoir évoqué ces systèmes de pensée, voyons en quoi et comment les émotions jouent un rôle dans nos décisions. Alors, qu'appelle-t-on d'abord une émotion ? Alors, je vous propose une définition. Hein. Une émotion, si vous voulez, c'est une réaction passagère, rapide et spontanée. Je vais prendre par exemple la surprise, hein, en adaptation à une information importante et accompagnée très souvent quand même d'une réaction corporelle. Alors, que nous apprennent les neurosciences sur les émotions? Alors, je passe la diapo suivante. Voilà. Tout d'abord, elles surviennent, donc ces émotions, à la suite d'une stimulation de nos 5 sens.
hein, que j'ai représentées là donc sur la gauche de la diapositive. Et elles sont traitées donc d'une part par le système limbique, ici, qui comprend entre autres le thalamus et l'amygdale. Alors l'amygdale, c'est tout petit, hein. Voilà. Le thalamus, c'est une région du cerveau qui agit comme une sorte de station de relais, si vous voulez, hein, pour les stimuli sensoriels. Il reçoit donc les informations de nos 5 sens et les transmet à d'autres parties du cerveau pour le traitement. Quant à l'amygdale, elle joue un rôle clé dans la régulation des émotions, en particulier dans la détection et la réponse à des stimuli potentiellement menaçants. L'amygdale peut déclencher une réaction de peur ou d'anxiété. Et puis, nous avons le cortex cérébral, qu'on appelle aussi le néocortex. Donc là, c'est la partie la plus évoluée du cerveau qui est responsable de la pensée consciente, de la prise de décision. Il traite les informations sensorielles, mais il les interprète en fonction du contexte et des expériences passées. Donc c'est là que se produit la régulation émotionnelle consciente. Alors, si j'illustre ça avec un exemple. Si je vous montre cette photo, l'information est reçue par le thalamus, hein, qui l'envoie donc à l'aire corticale visuelle, qui est située à l'arrière du néocortex, et qui évalue l'information et qui informe l'amygdale. Il s'est passé environ 0,3 à une demi-seconde. Dans le même temps, l'information est analysée par le cortex préfrontal, qui envoie son analyse en fonction du contexte. Cette analyse est envoyée à l'amygdale qui réagira en conséquence. Il s'est passé environ une seconde. Et là, on va parler de circuit long. C'est-à-dire que vous avez visualisé le serpent, mais d'un autre côté, votre cortex préfrontal s'est dit, bon, bah attends, t'inquiète, c'est qu'une image, je suis assis confortablement à mon bureau, donc l'amygdale n'a pas généré de peur ni de réaction. Je ne pense pas que parmi l'auditoire, quelqu'un s'est levé en courant en disant il y a un serpent dans le bureau. Si maintenant, vous êtes en situation réelle devant le serpent, tout comme nos ancêtres l'étaient devant le tyrannosaure, le thalamus transmet l'information sensorielle directement à l'amygdale, qui l'amygdale, elle, va lancer une première réaction immédiate de peur ou d'anxiété, et là, on va parler de circuit court. C'est-à-dire qu'en résumé, notre cerveau traite en permanence une infinité d'informations qui ne parviennent pas toutes jusqu'à notre conscience, mais influencent concrètement nos pensées. D'ailleurs, Alix, tu souhaites illustrer ceci par ce que tu appelles la boucle de nos pensées, hein. C'est la diapo suivante, oui, d'ailleurs, me semble-t-il. Voilà, je te laisse. Oui, merci beaucoup. Alors, merci pour ces précisions. Donc, en fait, vous voyez que la stimulation, elle est par essence, elle est neutre, en fait. Elle a pas, il n'y a pas de ressenti dessus. Il pleut. Mais par contre, la manière dont vous allez, vous, interpréter cette stimulation va, elle, être connotée par rapport à un système qui est un système à 3 branches qui sont les pensées, les émotions et vos comportements. Et là, vous voyez, on n'en a pas mis un premier par rapport aux autres parce qu'en fait, il y a aujourd'hui encore des débats de savoir quelle est la poule et l'œuf, hein, savoir est-ce qu'on commence par d'abord avoir une pensée, puis après une émotion, puis un comportement, etc., ou l'inverse. On n'est pas rentré dans ces débats qui sont très de l'ordre de l'inné et de l'acquis. Nous, ce que l'on vous dit là, c'est que ce sont des éléments qui s'entremêlent et qui, du coup, s'amplifient aussi. Donc, par exemple, il pleut. Vous pouvez très bien avoir cette pensée qui est oh mince, ça va être il pleut, c'est pénible. C'est un peu ce que je me suis dit la dernière fois qu'il a plu parce que un ras-le-bol en ce moment de la pluie. L'émotion que vous allez ressentir, c'est je suis frustrée et agacée, et puis vous allez peut-être décider de rester cloîtré chez vous à vous morfondre et vous allez passer un très mauvais dimanche. Sauf que vous pouvez très très bien avoir d'autres pensées. Vous pouvez très bien en profiter pour faire des crêpes. Alors je rigole parce qu'en fait je fais des crêpes dimanche.
mange. Ça doit être inconscient. Mais du coup, j'ai été effectivement très détendue. J'ai mangé beaucoup de crêpes, sans chocolat d'ailleurs. Et du coup, je me suis installée. Alors non, je me suis pas installée dans mon canapé, mais bref, vous pouvez vous installer dans votre canapé et déguster vos crêpes. Et vous voyez finalement la question qui se pose là, c'est qui a gâché votre journée, la pluie ou la pensée que vous avez eue vis-à-vis de la pluie. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, que l'on retrouve dans les accompagnements, mais que vous faites aussi. Ça veut dire que quand on vous dit le management positif, ça a un impact, la psychologie positive dans votre management, ça a un impact. En fait, ça touche votre système pensée, émotion, comportement. Ça touche, et par un effet dont on peut parler, mais qui sont les neurones miroirs, ça va toucher les autres aussi. Et ça va avoir un impact sur l'équipe, sur sa productivité, sa performance. Alors, pardon, oui, je te prie, Eric. Oui. Non, parce que il y a encore une slide derrière qui est très intéressante. Hein. Et après, avant de passer sur les émotions, je suis allé dans le chat et il y a quelques questions auxquelles on va pouvoir répondre. Je te passe ta diapo d'après. Oui, avec voilà. Plaisir. Alors oui, je voulais terminer sur les émotions. Je vous ai mis les émotions en bref, avec une palette que vous voyez très très large. En fait, le travail sur les émotions, c'est un travail qui est complexe. Vous pouvez passer un certain temps en formation et même au-delà. Et c'est complexe parce que vous voyez, la palette, elle est vraiment large. Et en général, nous, on se concentre là sur le centre de la palette, sur ce qu'on appelle les émotions primaires. Et c'est cette panel d'émotions qu'on utilise aussi dans la manière dont on parle de nos émotions. C'est très resserré. Alors vous voyez qu'il y a une palette de couleurs bien plus large. Autre chose aussi, c'est complexe les émotions parce que souvent, une émotion en cache une autre. Vous voyez, vous avez des émotions de surface et puis des émotions en profondeur. Et c'est souvent celles-ci en fait qui font rebond et qui sont gênants. Parce qu'elles sont derrière la première réaction émotionnelle et puis c'est une règle d'ailleurs qu'on aimerait d'ailleurs éviter et que l'on a du mal à éviter, qu'elle s'invite à nous. Et puis c'est complexe parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de lutter. Et plus on lutte, plus cette émotion, elle nous envahit. Et il y a un système très simple que je vais vous expliquer sur ce que nous expliquent les neurosciences. C'est si je vous dis ne pensez pas à un ours blanc. La première chose que votre système 1 va faire, c'est qu'il va visualiser l'ours blanc. Et après, votre système 2 va se mettre en marche. Il fallait pas visualiser l'ours blanc. Voilà. Sauf que, du point de vue des neurosciences, vous venez juste de renforcer un sillon neuronal. En fait, nos chemins neuronaux, ils deviennent sillons neuronaux à force d'emprunter le même chemin. En fait, c'est exactement comme quand vous êtes dans votre jardin. Là, en ce moment, l'herbe est fraîche, mais sauf que vous allez passer une fois, ça va tasser l'herbe, vous allez passer une deuxième fois, et à la fin de l'été, c'est juste un sillon de terre, bien creusé en plus. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, plus vous luttez, plus vous renforcez, en fait. Et du coup, la seule manière de sortir de l'émotion, c'est de prendre le chemin d'à côté. Et prendre le chemin d'à côté, c'est ce qu'on appelle accepter ses émotions. Et c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on vous disait que le mot aujourd'hui, c'est humilité. Je vais en rajouter un. Humilité et patience. Et puis, quelque part, ça veut dire aussi accepter d'être imparfait. Parce que je vais paraphraser Christophe André, c'est imparfait, libre et heureux. Voilà. Bien, belle conclusion sur les émotions, Alice. Merci. Merci. Donc, avant de passer sur les intuitions, parce que souvenez-vous, nous sommes toujours là dans la première partie, qui est la prise de décision. Donc, il y avait les biais cognitifs, les émotions et les intuitions. Mais avant de passer sur les intuitions, je vais quand même aller sur le chat et puis Thomas nous a mis en favori quatre questions qui méritent. Alors, toutes méritent d'être répondues, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions. Et il y avait une première question de Sophie, alors de quelque chose qu'on a dit il y a quand même un petit bout de temps déjà. Je suis désolé d'y répondre que maintenant. Vous avez des exemples de slides PowerPoint illustrant vos propos. Alors, j'ai pas d'exemple. Voilà, on n'a pas d'exemple. Là, je peux aller en chercher, mais si on a un petit peu de temps, je pourrais aller vous en chercher.
mais quand je parlais effectivement de slides de PowerPoint qui illustrent nos propos, c'est un slide, je le répète, avec des mots-clés et des images. Alors, très rapidement, il faut savoir que notre cerveau va d'abord, dans un premier temps, enregistrer les images. Et parce que vous y avez associé un mot-clé, quand la personne ira rechercher l'information, c'est d'abord l'image qui viendra dans un premier temps à son esprit, hein, si j'ose dire, et ensuite les mots-clés en déduiront, tout simplement parce que nous sommes tous visuels et nous sommes tous essentiellement visuels, même si les autres le kinesthésique, enfin tous les autres sens, je cherchais le mot. Bien sûr, tous les autres sens sont présents, mais nous sommes tous visuels. Donc, une slide qui illustre mes propos, c'est une slide avec des images et des mots-clés. Si on a le temps, je vous montrerai effectivement quelques slides que l'on a. Alors, on parlait du biais d'ancrage, et donc Michel nous disait, mais est-ce que ça veut dire que les organisateurs de sondage utilisent ces taux d'ancrage? Alors, en fait, ils les utilisent normalement pas parce que justement, ils cherchent à les éviter s'ils font bien leur travail. Hein, c'est ça. S'ils font bien leur travail, leur objectif, c'est justement d'enlever un maximum de biais. Il y a entre autres, il y a un biais particulier dans les sondages qui sont les biais de désidérabilité où en fait on répond comme on a envie qu'on réponde. Donc ça, c'est vraiment un travail important. C'est pour ça que faire des sondages, c'est difficile. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et je vois que je me suis certainement mal exprimé quand j'ai parlé de l'amygdale, hein, quand je parlais du thalamus et de l'amygdale, parce que Perrine nous dit, alors l'ablation des amygdales réduit la capacité à analyser ses émotions. On ne parlait pas des mêmes amygdales. Hein. Effectivement, vous avez les amygdales dans la gorge, mais là, je ne vous parle pas de celle-là. Hein. Quand je parlais de l'amygdale, c'est vraiment une toute petite partie dans le cortex limbique, qui n'a absolument rien à voir avec l'opération, l'ablation des amygdales. Voilà pour les questions en favoris dans le chat. Je propose que nous parlions maintenant, pour finir donc avec le registre de la prise de décision, que nous voyons en quoi les intuitions ont la part belle dans bien des cas. Et puis moi, je vous propose qu'on commence tout de suite par un court extrait de Pierre-Marie Lédo, hein, que je vous citais tout à l'heure, dans une interview qu'il a donnée de plus d'une heure, une interview qui s'appelait « Les faces obscures du cerveau », que vous pourrez retrouver sur le net. Thomas, tu peux nous mettre la petite vidéo, s'il te plaît? Donc c'est ça qui est important et qu'on devrait donner comme message à tous les dirigeants, c'est de savoir qu'il y a dans nos décisions, dans nos choix qui sont portés, eh bien, une partie intuitive, mais qui n'est pas le hasard, qui est en fait basée sur une saisie, c'est une espèce de ressaisie synthétique de données qui ont été collectionnées durant nos expériences. Et donc plus vos expériences sont riches, je dirais que plus vous ne devriez pas avoir peur de vos intuitions, puisqu'elles sont basées sur du big data, sur vos expériences passées. D'accord, donc finalement, dire aux dirigeants, laissez la place aussi aux intuitions pour vos collaborateurs aussi. Tout ne s'explique pas, peut-être. Exactement, tout ne s'explique pas, et je dirais que quand on a un vécu riche, qu'on a un échantillonnage qui est représentatif du réel, à ce moment-là, les décisions intuitives sont les meilleures. Voilà. Donc en fait, Pierre-Marie Lédo nous dit les intuitions, c'est du big data, pardon. Hein. En fait, les intuitions, c'est la façon de ressaisir toutes les données que j'ai absorbées de mes expériences. Hein. Je dis bien toutes les données. Bon, il faut savoir que notre cerveau, c'est pas une boîte noire fermée avec une entrée et une sortie, mais c'est bien un organe ouvert. Et notamment un organe ouvert sur le milieu intérieur. On parle d'ailleurs de gut feeling. Hein.
en fonction de ce que je ressens dans mes viscères, qui compte environ, soit dit en passant, quand même 200 millions de neurones. Hein. Alors vous me direz, comparé aux 95 milliards de neurones que nous avons dans notre cerveau, c'est peu. Hein. Mais oui, nos émotions se logent bel et bien aussi dans notre intestin. Ne dit-on pas avoir la peur au ventre, avoir l'estomac noué, digérer une information, ça me prend aux tripes. Hein. Alors quand même, toutes ces expressions-là sont bien là pour nous montrer que notre cerveau est aussi lié directement avec nos viscères. Hein. Et puis, notre cerveau, c'est aussi un organe ouvert, mais vers le milieu extérieur. Et là, on parle d'altérité, de relation à l'autre. Hein. Le cerveau est effectivement un organe ouvert à l'autre, ouvert à soi, d'où l'importance de la connaissance de soi. Hein. Et donc, pour finir, hein, pour paraphraser ce que dit Pierre-Marie Lédo, l'intuition est tout sauf le fruit du hasard. D'ailleurs, je pense, Alix, que tu as un exemple, un ou deux exemples hein, là-dessus. Oui. En fait, ça me faisait penser à l'accompagnement d'une dirigeante que j'ai en ce moment. Et en fait, elle me parlait de son salaire qu'elle trouvait pas à la mesure de ce qu'elle pouvait apporter au sein de l'organisation. Et donc, elle m'expliquait, voilà, ses difficultés. Je dis, bon, ben, très bien, j'entends tout ce que vous dites, mais combien? Dans le sens, combien vous estimez que vous valez? Et puis là, elle continue, elle répond pas, elle continue. Puis je continue à la laisser, mais elle rebouclait. Mais très bien, mais combien? Elle répond toujours pas. Puis à la fin, je lui dis, mais j'ai la sensation que vous avez déjà répondu à cette question depuis bien longtemps. Mais là, vous allez passer tout votre week-end à venir faire des calculs pour venir confirmer ce que vous avez déjà en tête. Ça veut dire que son intuition, elle était précise, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de justifier l'ensemble de ces chiffres-là. Donc, cette première intuition, elle ne voulait pas l'entendre, en tout cas, elle ne voulait pas la verbaliser comme telle. Et donc, elle allait prendre ce moment pour elle, mais finalement pour revenir, biais d'ancrage, hein, pour revenir à ce qu'elle avait déjà décidé depuis belle lurette. Donc, ça montre quand même que dès lors que vous faites attention à tout ça, que vous avez cette attention à vous-même et à ce que vous ressentez, vous allez pouvoir gagner mais un temps phénoménal. Et c'est ça qui peut être intéressant dans cette prise de décision. Allez, un petit résumé. Oui, et du coup, voilà, tout ce qu'on vous a dit jusqu'ici, c'est que finalement, chaque décision, elle comporte 3 volets. Vous avez une part intuitive qui est dépendante de votre environnement émotionnel, mais aussi qui est très riche de vos expériences, donc cette fameuse big data. Et puis aussi une part rationnelle qui est aussi quelque peu sous les effets des émotions et sous contrôle aussi de votre esprit critique. Et il y a une part sociale qui est non négligeable et qui s'appuie sur aussi les autres, donc l'altérité, mais aussi sur la vision des personnes compétentes. Et d'ailleurs, je vous encourage aussi, parce que travailler sur les biais, c'est travailler sur soi, mais c'est aussi écouter ce qui se passe autour de soi, les biais qu'on peut vous renvoyer aussi. Et du coup, pour une décision efficace, en fait, il suffit d'être en mesure de quoi? D'identifier, de réguler et aussi d'utiliser vos émotions, d'être capable de naviguer entre raisonnement d'un côté et intuition de l'autre, et surtout éviter de penser que tout est affaire de logique et d'intelligence. Ouais. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat sur ce premier volet de la prise de décision, ça fait déjà 1h15 que nous sommes en conférence, je propose qu'on attaque le changement, des remarques, des questions. Alors, on prendra aussi les questions, même si vous avez un regret. Oui. Sentez-vous libre de donner vos questions sur la prise de décision, on les prendra. Allez. En tout cas, on va y aller sur le changement. La notion du changement. Alors, déjà, on sait que votre cerveau, il va de façon automatique au plus vite, au plus court. Aussi, voilà, donc ce moindre effort, tout ce qui est coûteux en énergie, c'est
pas son truc. Sauf que du coup, le changement, c'est coûteux en énergie. C'est coûteux en énergie parce que ça demande de déconsolider des liens amnésiques, vous savez, les fameux sillons neuronales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, ça demande d'aller dans les chemins de traverse et de reconstruire des nouvelles connexions. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est énergivore de fait. Et face au changement, en fait, on peut le voir comme une menace. Et puis d'autres le voient comme une opportunité. Il y a des gens qui adorent le changement et qui, d'ailleurs, dès qu'il y a moins de changements, en génère aussi autour d'eux. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous a mis cette citation, parce que face au changement, lorsque souffle le vent du changement, certains construisent des murs et puis d'autres des moulins. Et tout ça, c'est une question de circuits neuronaux. Et c'est pour ça qu'Éric va vous expliquer ces circuits-là. Oui. J'étais en train de chercher des diapos sobres et épurés en même temps que tu parlais. Donc. Ah oui. Et je ne suis pas capable de faire deux choses conscientes à la fois. Oui. Voilà. Alors, donc, oui, deux circuits majeurs. Effectivement, il existe deux circuits majeurs qui influent sur notre relation au changement. Le premier, c'est le circuit de la menace, ultra présent, prééminent. Au deuxième circuit, qui est celui de la récompense. D'accord ? Alors, les trois organes essentiels impliqués dans le circuit de la menace sont, on va retrouver l'hippocampe, donc qui est chargé de l'analyse des informations reçues concernant une situation et donc l'apprentissage et la mémorisation. D'ailleurs, c'est là que se loge la mémoire épisodique. L'amygdale, encore elle, quant à elle, donc elle intervient dans le processus d'analyse et d'interprétation des stimuli liés à l'agent stresseur et donc à l'émotion que génère celui-ci. Et puis, on a l'hypothalamus qui, lui, assure, entre autres, le contrôle des sécrétions hormonales et la réponse corporelle. Je vous disais, derrière une émotion, il y a souvent une réponse corporelle. Donc, comme l'augmentation du rythme cardiaque en cas de peur, la libération d'adrénaline, de noradrénaline, voire de cortisol en cas de stress prolongé. Donc, le circuit de la menace, c'est le circuit de notre ancêtre se trouvant, comme je vous le disais tout à l'heure, devant le tyrannosaure, avec pour action, je fuis ou je combats. Voilà, circuit de la menace. Le circuit de la récompense que vous trouvez sur la droite de la diapo, l'amygdale est toujours considérée comme étant le centre des émotions, il n'y a pas de souci. L'hippocampe, le régulateur de la mémoire, mais rentre en scène, cette fois-ci, le cortex préfrontal. Vous savez, ce qu'il y a au-dessus, là, ce qu'on voit ici, et notamment le cortex préfrontal, vous l'avez vraiment ici avec la mémoire de travail. Donc, ce cortex préfrontal est donc impliqué dans la motivation et la focalisation de l'attention, qui, elle, se trouve donc dans la mémoire de travail. Toutes ces structures se projettent sur l'hypothalamus, qui régule le rythme cardiaque et la sécrétion, cette fois-ci, de dopamine, d'ocytocine et autres hormones du plaisir. Cette libération de dopamine aide en plus à mémoriser le stimulus agréable. C'est ce qui nous amène à répéter un comportement nous procurant du plaisir. Donc là, on peut rentrer aussi et commencer à expliquer au-delà du plaisir, comment on peut devenir addict au tabac, à l'alcool, enfin à toute autre drogue, justement par cette libération de dopamine et ce besoin de libération de dopamine. Voilà. En parlant de circuits de récompense, enfin, ces deux circuits, Alix, tu me faisais part de quelque chose qu'on a tous vécu. Oui, alors, ça me faisait aussi, excuse-moi, avant de parler de ça, de vous parler de ça, ça me faisait penser à l'utilisation du scroll. Vous voyez, alors moi je suis pas du tout sur ces réseaux-là, mais je crois que quel est ce réseau qui permet de scroller en permanence et on voit des courtes vidéos. Et en fait,
ça permet de libérer, ça utilise le circuit de la récompense et en fait, ça permet de libérer cette dopamine régulièrement. Et en fait, c'est des shoots réguliers que vous faites et c'est pour ça que vous continuez à scroller, à scroller, à scroller. Et ça rend les gens addicts, en fait. Mais bon, ça, je sais ça parce qu'on en voit de plus en plus. J'en ai eu en formation dernièrement qui cherchait vraiment à se désintoxiquer de ça. Mais aussi, c'est quelque chose que ces deux circuits-là, en fait, c'est quelque chose que en tant que manager, on utilise assez régulièrement. Je pense que vous avez tous entendu un manager prendre la parole ou démarrer une réunion en vous disant bon là, la situation, elle est difficile. On fait face à une concurrence accrue. Le projet dans lequel on s'est engagé, vous avez vu, les délais sont contraints. Le client demande énormément de choses, mais là, tous ensemble, on va y arriver parce qu'en fait, ça va nous permettre de dépasser toutes ces difficultés-là. Et d'ailleurs, quand vous vous projetez dans 3 mois, quand on sera tous ensemble avec une coupe de champagne, ça sera merveilleux et on sera fiers, on regardera le chemin parcouru. Je suis en train de faire le discours. Alors, j'ai un de mes anciens managers un ancien collaborateur qui est dans la formation, donc il va reconnaître les discours que je tenais en tant que manager. J'en suis désolée, mais bon, voilà. Bon, je pense qu'on a tous entendu ce genre de choses, mais en fait, ça fait complètement appel à ces deux circuits-là, le circuit de la menace et le circuit de la récompense. Voilà, vous les sentez bien activés dans ces deux cas. Ouais. Bon, on a quand même une bonne nouvelle. Ben oui, heureusement quand même, hein, parce que ça fait quand même 1h20 qu'ils sont avec nous. Si on n'avait pas de bonnes nouvelles, ça serait quand même dommage. Hein. Donc, restez, il y a une bonne nouvelle. Ben, la bonne nouvelle, c'est que le changement, ça peut être difficile et douloureux. On a un atout de taille qui s'appelle la plasticité cérébrale, donc la neurogénèse. On a une capacité en fait à reconfigurer de nouveaux circuits cérébraux à tout âge. Ça veut dire que quand j'entends, ouais, non, mais lui, il est proche de la retraite, jamais il changera. Que nenni, les neurosciences, elles disent pas ça. Elles disent qu'il a tout à fait la capacité à changer, à reconfigurer ses circuits cérébraux. Ouais, non, mais tout à fait. Faut quand même savoir que nous perdons des millions de neurones chaque jour. Hein, savoir que un neurone seul qui n'est pas connecté à d'autres meurt. Voilà. Mais nous en créons tout autant, pour peu que nous ayons une activité physique et cognitive journalière. Hein. Donc, la plasticité cérébrale, c'est bien la capacité du cerveau à se restructurer à tout âge, et je répète bien à tout âge. C'est l'essence même de l'apprentissage, et vous en êtes la preuve. Là, que vous le vouliez ou non, ça fait 1h20 que vous êtes avec nous, nous avons modifié vos liens neuronaux. Nous sommes désolés. Hein, voilà. Mais on y prend beaucoup de plaisir. En fait. On n'est même pas désolé. Bon, non, on prend beaucoup de plaisir. Et donc, et pour illustrer cette plasticité cérébrale, on va vous montrer une petite vidéo édifiante. Certains l'ont peut-être déjà vue. Moi, je l'ai qualifiée de la vidéo du vélo à l'envers. Bon, alors je vous explique très rapidement. Je vous demande de m'écouter et de regarder en même temps, mais bon, ça devrait aller malgré tout. Donc, vous voyez, ce monsieur a fait mettre un système de crémaillère sur son vélo qui fait que quand il tourne le guidon à droite, le vélo part à gauche et inversement. Et là, il fait les premiers essais et il nous montre que ce n'est quasiment pas possible, quand on sait faire du vélo, ce n'est quasiment pas possible d'être en mesure, quand je veux tourner à gauche, je vais tourner mon guidon à gauche parce que ma mémoire procédurale va le faire de la sorte. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a testé, à raison de 5 minutes par jour et pendant 8 mois, le fait de faire du vélo avec le vélo inversé, comme ça. Il y est arrivé. C'est un monsieur qui avait à l'époque 30-40 ans. Il l'a fait faire à son fils, 6 ans. Lui, son fils, sur le vélo inversé comme ça, il lui a fallu à peu près 15 jours pour commencer à être en mesure, justement, de faire du vélo inversé. Donc, lui, il lui a fallu 8 mois, son fils, il lui a fallu 15 jours. Donc, on voit bien que la plasticité cérébrale, bien évidemment, diminue avec l'âge. De cet exercice-là, de cette expérience, il en a fait des conférences et il donnait $300 à qui voulait monter sur la scène et essayer de faire ne serait-ce que 10 mètres. Voilà, il n'y arrivait pas. Et ensuite, il a essayé
de refaire du vélo, cette fois-ci classique, si j'ose dire. Ben voilà les difficultés qu'il a rencontrées. Il lui a fallu quand même 20 minutes pour être en mesure de refaire du vélo normal, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion derrière tout ça, hein? C'est que nous sommes en mesure, parce que notre cerveau est plastique, de contrer notre mémoire procédurale. Vous vous rendez compte quand même, mais il a quand même fallu 8 mois à raison de 5 minutes par jour. Et d'ailleurs, je le dis en passant, s'il l'a fait que 5 minutes par jour, alors que pourquoi vous seriez en mesure de penser que il aurait mieux fait de le faire 1 heure tous les jours, ça lui aurait pas pris 8 mois. Si ça lui aurait pris tout autant de temps, parce que les 5 minutes d'effort qu'il faisait, je peux vous dire que c'était les minutes supplémentaires de toute façon n'auraient pas donné d'effet supplémentaire, puisque de toute façon à un moment quand même son cerveau bloquait en disant mais tu es en train de me demander quelque chose qui n'est pas possible. Donc là déjà ce qu'on peut en déduire c'est que l'apprentissage se fait sur le temps long. Ça c'est une des premières choses qu'on peut déduire, c'est que l'apprentissage se fait sur le temps long et par petits pas. Au prix d'efforts, donc il y est arrivé. Mais la conclusion qu'on peut tirer encore aussi, notamment sur la plasticité cérébrale, c'est que notre cerveau n'oublie jamais complètement. La preuve, c'est qu'il lui a suffi de 20 minutes pour que sa mémoire procédurale retrouve les chemins neuronaux, retrouve les liens mnésiques pour lui faire faire de nouveau du vélo à l'endroit, si j'ose dire. Voilà. Mais voilà vraiment un exemple de plasticité cérébrale qui nous dit que oui, on peut vraiment travailler sur notre cerveau. Et d'ailleurs, l'apprentissage, c'est ça. Voilà. Allez, je te passe la diapo d'ailleurs, X. Merci. Ce qui est marquant, en fait, c'est on vous montre ces éléments-là parce que changer et apprendre, ce sont 2 synonymes. Et d'ailleurs, c'est rassurant parce que quand on dit on va tout changer, ça fait peur. Mais quand on dit on va apprendre plein de choses ensemble, ça fait beaucoup moins peur. Tout simplement parce qu'en fait, on le fait depuis toujours, apprendre depuis qu'on est tout petit. C'est quelque chose que l'on fait. Probablement, vous avez des enfants et vous les accompagnez dans leur pas à l'école. Donc, c'est accompagner pour apprendre, accompagner pour changer. Vous voyez, c'est la même chose. Ce sont les mêmes processus psychiques et du coup, ce sont les mêmes règles. Et du coup, ça vous permet aussi alors, vous allez me dire, quelles règles? Les règles, en fait, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité dirigée. Et c'est ce qu'on voit sur le slide d'après. Oui, d'ailleurs. Je vois que tu essayes encore de faire 2 choses à la fois. Eh oui, je suis dans le chat. Je suis aussi dans le chat. Voilà. Je voulais juste dire une petite chose avant de passer. Voilà. C'est que, en fait, pratiquement, je le disais en préambule d'ailleurs, faire monter en compétence ses collaborateurs, c'est une mission du manager. C'est vrai. Hein? Et donc, on doit être en mesure d'accompagner cette montée en compétence. Et donc, en tenant compte des émotions que cela peut susciter chez le collaborateur, certains collaborateurs n'ont pas envie d'aller en formation ou d'être formés parce que ça suscite chez eux une émotion, parfois de crainte. Ou alors, ça va susciter chez eux des pensées du style « Ah, il m'envoie en formation parce qu'il estime que je suis pas bon ». D'accord? Donc, ça peut susciter des craintes face au changement, parce que se former, c'est se transformer, c'est donc changer. Ça peut, chez certains, ouvrir donc le circuit de la menace, donc des craintes, ne serait-ce que des craintes de ne pas réussir. Hein? Mais ça peut être aussi, et tu le disais très justement, Alix, hein, ouvrir justement le circuit de la récompense. Et notamment, je suis désolé, mais un circuit très vite, tu m'envoies en formation, ça va me rapporter combien après, quand je vais être beaucoup plus compétent? Ah voilà, hein, pourquoi pas. Bon, non, mais, tout de suite, Eric. Hein, voilà. Bon. Allez, on passe à la diapo d'après.
Alors, après, c'est pour vous préciser, la neuroplasticité autodirigée, qu'est-ce que ça signifie? En fait, il y a quelques règles absolues qui est vraiment intéressant, quand je dis intéressant, je veux dire même important de bien comprendre. La première, c'est que tout changement ne peut être enclenché que par soi-même. Alors là, si vous pensiez pouvoir changer les autres, là, j'espère que à partir de maintenant, c'est terminé. Vous ne pourrez jamais changer que vous-même, parce que personne n'aime qu'on lui dise de changer. Et moi, si vous me dites de changer, mais inconsciemment, je vais commencer à vous bâtir tout un système de digues pour me protéger. Par contre, si moi, je décide de changer, alors je vais ouvrir la porte. Voilà. Par contre, en tant que manager, vous pouvez créer les conditions du changement. Et ça, c'est autre chose. Vous pouvez donner du sens au changement de l'intérêt, voilà, la plus-value, la perception des enjeux. Vous pouvez aller contacter les systèmes 1, les systèmes 2, la menace et la récompense. Ça, c'est possible. Sauf que le changement, ça dépendra toujours de la personne qui est amenée à changement. Et les résistances au changement, elles sont complètement normales. C'est pour ça qu'elles s'accompagnent. Et moi, je tendance à vous dire, elles se respectent même, les résistances au changement. Et c'est justement en les respectant et en les accompagnant proprement que ça fonctionnera. Voilà. Alors, autre élément, donc vous l'avez, c'est que tout changement nécessite d'être accompagné, stimulé et encouragé. Ben oui, parce que c'est difficile, tout bêtement, c'est ça. Comme c'est énergivore, on a du mal à y aller naturellement. Et c'est beaucoup plus facile quand on est encouragé et stimulé par ailleurs. Tout changement nécessite une appropriation concrète du changement et une perception des enjeux. En particulier, le fait que c'est important que vous ayez un système de priorités clair. Alors, tous les managers qui donnent plein de priorités, je vous arrête tout de suite. Si vous donnez 2 priorités, il y en a une de trop. Moi, quand il y a 2 priorités, je dis, écoutez, c'est simple, votre manager vient de vous donner le choix. Donc, il fait appel à votre libre arbitre. Choisissez ce que vous voulez. Donc, plusieurs priorités, ça veut dire pas de priorité. Donc, vous, c'est très important que vous soyez aussi au clair avec vous-même parce que dans un changement, ça va aussi venir questionner vos systèmes de priorité. Et puis, la dernière, c'est que le changement se construit pas à pas dans l'action. Il prend du temps et il s'inscrit dans la durée. C'est le fameux temps long. Et ce qui est très important, c'est que souvent, on change qu'on a déjà l'habitude de réussir au moins partiellement. Donc, voilà. C'est un escalier qui se monte marche à marche. Soyez aussi, vous avez dit, c'est le terme aujourd'hui, humilité. Le cerveau, c'est un marathonien, c'est pas un sprinter. Laissez-lui le temps de changer. Et en moyennant ça, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, on va voir le service après-vente, ils vont nous écrire. On a tout et tout ce que vous avez dit, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ouais. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a Sophie qui nous dit « J'ai beaucoup de mal à envoyer certaines personnes en formation ». Eh oui. Mais oui, on le sait, oui, Sophie, c'est difficile. Et c'est là où l'accompagnement est important, en fait. Je disais, c'est les résistances, ça se respecte et ça s'accompagne aussi avec beaucoup de bienveillance. C'est ça. Et je crois que j'avais encore autre chose dans les favoris. Ah oui, alors là par contre on revient un petit peu en arrière. Je comprends qu'il faut apprendre à contrôler le système de pensée 1, mais aussi le laisser s'exprimer, notamment à travers les intuitions. Ben oui, mais c'est vrai, tout est vraiment un savant dosage, hein, pardon. Oui. Quand on vous disait que c'est complexe et qu'il faut faire vraiment preuve d'humilité, c'est sûr que je l'ai très souvent dit. Hein, d'abord, ça n'existe pas. J'allais dire, le neuroscientifique qui vous dit il faut faire comme ça, alors c'est pas un neuroscientifique, donc ça n'existe pas. Mais celui qui se dit être spécialiste en neurosciences et qui vous dit le cerveau, ça fonctionne comme ça, et puis il faut faire comme ça, partez en courant, quoi. Voilà. Déclenchez le circuit de la menace. Je
crois qu'on avait un petit exercice après pour une Oui, expérience, plus qu'un dernière expérience. Ouais. Alors, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat que vous aviez du mal à m'entendre. Et là, pour cette expérience, il est important que vous m'entendiez bien. Donc, est-ce que c'est bien le cas? Alors, j'ai pas de réponse. Oui, Non. oui, tout le monde t'entend. Toi, tu m'entends bien? Bon, Ah oui, ouais. t'as des oui de partout. J'ai des oui de partout. C'est le temps qu'ils arrivent. Super, merci. Alors, eh bien, je vais vous demander pour cette expérience de fermer les yeux et de vous asseoir confortablement dans votre siège. Et vous allez prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et une deuxième grande inspiration et une deuxième grande expiration. Et enfin une troisième grande inspiration et une grande expiration. Et en même temps que vous poursuivez d'inspirer profondément et d'expirer profondément, vous écoutez ma voix et vous sentez votre siège, vos fesses sur votre siège, vos cuisses, vos pieds au sol et vos mains peut-être sur vos cuisses ou ailleurs. Et en même temps que vous êtes là et que vous entendez ma voix, vous allez laisser votre imaginaire partir dans un endroit où vous vous sentez bien. Dans cet endroit, vous sentez qu'il fait beau, le soleil est là, et vous sentez probablement les rayons du soleil qui réchauffent votre visage et qui vous donnent ce sentiment d'être à la fois réchauffé de l'extérieur et de l'intérieur. Autour de vous, il y a la nature, il y a de l'herbe, toute fraîche, toute neuve, cette herbe du printemps. Et vous allez enlever votre chaussure droite. Et si vous avez une chaussette, vous enlevez votre chaussette et vous posez votre pied droit sur le sol. Et vous sentez le sol frais sous votre pied. Et vous allez maintenant vous occuper de votre pied gauche. Vous allez enlever votre chaussure, votre chaussette et mettre votre pied sur le sol. Et là, vous allez sentir la fraîcheur de la terre, peut-être les aspérités aussi du sol. Et devant vous, vous avez cette herbe magnifique, toute tendre, verte. Et vous allez poser le premier pied dans l'herbe, puis le deuxième. Et vous allez sentir la caresse de ces brins d'herbe sur vos pieds, la fraîcheur du sol. Et en bougeant votre pied, tout doucement, vous allez sentir de nouveau cette herbe toute tendre, toute peut-être moelleuse ou peut-être pas. Et en même temps que vous sentez ces rayons du soleil et que vous sentez vos pieds au frais dans cette herbe, vous pouvez continuer à avancer. Peut-être que vous avez un brin d'herbe qui s'est coincé
entre vos doigts de pied. Et vous êtes là, dans cet endroit agréable. Et vous allez prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et de nouveau une grande inspiration. Et reprendre conscience en même temps que vous expirez de ce qui est autour de vous. Une troisième grande inspiration. Une grande expiration. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous allez ouvrir les yeux. Et ma question est, qui a senti l'herbe sous ses pieds? La fraîcheur du sol? Ok. Très bien. Alors, vous avez peut-être pensé faire une expérience de relaxation. J'espère que ça l'a été. Mais vous venez de faire une expérience qui est une expérience des neurosciences. Parce que qu'est-ce que disent les neurosciences là-dessus? Eh bien, les neurosciences disent que faire ou imaginer faire, c'est la même chose pour le cerveau. En fait, vous venez de contacter des fonctions à la fois motrices et cognitives qui sont les mêmes que si vous aviez été réellement dans cet endroit-là et si vous aviez réellement enlevé vos chaussures et si vous aviez réellement marché sur cette herbe-là. Et c'est pour ça que certains ont effectivement senti l'herbe. Alors ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que vous voyez que quand on est dans le management, c'est ce qui vous permet d'accompagner le changement. C'est d'ailleurs une des techniques, très souvent, on vous dit, imaginez le changement, c'est une partie du chemin qui est réalisé. Projetez-les dans ce qui va être l'après. Visualisez tous ensemble ce que vous pouvez mettre en œuvre. C'est des techniques qui sont très utilisées. Elles sont utilisées bien sûr dans un grand nombre de domaines, le domaine sportif, mais aussi quand vous voulez vous préparer. Typiquement, on vous dit, ben voilà, visualisez le moment où vous allez être pour un entretien, vous allez être en face du recruteur. Mais imaginez chaque élément, ça veut dire vous rentrez dans la salle, vous vous asseyez, vous êtes face à la personne. Voilà. Le fait d'avoir imaginé, en fait, vous avez activé les mêmes zones du cerveau, mais en fait, vous êtes en train de créer votre sillon neuronal. Donc, une fois que vous le faites en réel, ben, en fait, vous empruntez un chemin qui a déjà été tracé. Et c'est pour ça que c'est plus facile à faire une fois que vous l'avez imaginé. Alors, du coup, on arrive au terme parce on voit qu'il est déjà 11h47. Oui. Et on va arriver aux éléments clés à retenir. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, Eric? Oui. Alors, donc, notamment sur la prise de décision, on a vu que il était important d'apprendre à se connaître. D'ailleurs, c'est vraiment un des fondamentaux du management. On sait très bien que pour bien manager, il faut avant tout bien se connaître. Et on apprend à se connaître à tout âge. Tout au long de la vie. Accueillir ses émotions, donc Alix nous l'a bien expliqué. Qu'est-ce que c'est que accueillir ses émotions? Faire confiance malgré tout à ses intuitions. Pierre-Marie Ledo nous dit bien que c'est du big data, que c'est pas le fruit du hasard. Et puis avoir conscience des biais cognitifs. L'idée, c'est pas de les apprendre par cœur, notamment il y en a 280, mais de ceux qu'on rencontre le plus souvent, savoir les reconnaître pour justement avoir ce déclic et mettre en place ce système 3 d'Olivier. Voilà. Oui, et sur le changement, donc ce qu'il est important de retenir, c'est que la peur du changement, elle est naturelle et c'est difficile, mais qu'on en est tous capables. Et ce qui nous permet aussi d'aller dans ce sens, c'est que vous avez compris que changer et apprendre, c'était des synonymes. Et que finalement, si on résume, finalement, tout est question de circuits neuronaux. Et vous avez fait cette expérience aussi, cette dernière expérience, qui vous montre aussi que vous avez des clés
des outils qui vous permettent de vous accompagner dans ces phases de changement. Voilà, je crois qu'on arrive au terme. Oui. Alors, derrière, il me semble que pour aller plus loin, voilà, vous avez 2 formations qui sont intéressantes. La première, c'est les neurosciences au service du management. Et la seconde, c'est les neurosciences cognitives au service de l'apprentissage. Donc, avec Eric, ce sont des formations qu'on dispense avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Effectivement, 2 formations qui sont complètement en lien avec les sujets qu'Alix et Eric nous ont présentés aujourd'hui, les neurosciences au service du management et également les neurosciences cognitives au service de l'apprentissage. Qui plus est, Eric est l'un de nos formateurs référents également sur tout ce qui concerne formation de formateurs, entre autres à la FEST aussi. Et vous l'avez compris, quant à Alix, c'est plutôt sur la partie management. Vous avez à l'écran un code promo. Voilà, ce code promo vous permet de pouvoir bénéficier de 20% sur ces formations, sur ces 2 formations. C'est pas du tout limité. Si vous êtes plusieurs dans votre entreprise à vouloir en bénéficier, inscrivez-vous tous, tout le monde en bénéficiera. Elles seront bien évidemment animées par nos présentateurs d'aujourd'hui. Donc, elles permettent, alors, la formation de 2 heures, c'est vraiment une toute petite formation très condensée et qui nous donne beaucoup de pistes très intéressantes et beaucoup de cas d'usage. On peut pas voir en 2 heures ce qu'on voit en 2 jours, vous l'aurez compris. Donc, je vous invite à assister à ces formations qui vont vous permettre également, pendant la formation, d'expérimenter, puisqu'on a des formations actions, des formations avec beaucoup de mise en pratique, de contextualisation. C'est avant tout notre ADN de pouvoir vous permettre, dans un cadre qui est celui de la formation, de vous exprimer et d'expérimenter de nouvelles méthodes. Donc, je vous invite à y participer. Vous verrez, c'est passionnant. Profitez de ce code qui s'affiche à l'écran pour pouvoir bénéficier de 20%. Je regarde dans le chat. Alors, beaucoup de remerciements. Je ne vois pas de questions pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup Alix et Eric pour votre animation. C'était bien agréable de vous entendre. C'était un plaisir, on s'est bien amusé. L'animation était super fluide, donc c'était vraiment très très intéressant. Vous nous avez donné beaucoup de pistes. J'espère que nos participants pourront commencer à les appliquer, voilà, à les expérimenter. Et notre webinaire va se terminer. Si nous n'avons pas d'autres questions, je regarde. Non, pas d'autres questions. Beaucoup de remerciements en tout cas à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci Thomas pour ton assistance technique. Et notre webinaire se termine. Je vous remercie également de nous suivre, continuer à nous suivre. C'est très agréable. Et nous espérons vous revoir très bientôt. On vous souhaite une très très agréable journée.